Je m'appelle Emily Anderson et j'ai 28 ans. Il y a 3 mois, je pensais avoir tout sous contrôle. J'étais fiancée à Nathan, l'amour de ma vie, et nous planifions notre mariage de rêve pour décembre. Nous étions ensemble depuis 4 ans, et il m'avait demandé en mariage à l'anniversaire de notre premier rendez-vous, avec la bague de ma grand-mère que je lui avais spécifiquement donnée pour ce moment. Je me souviens de cette soirée si clairement. Nous étions dans notre restaurant préféré, le Little Soul Food Place, où nous avions eu notre premier rendez-vous officiel. Nathan était nerveux, jouant avec sa serviette, et je faisais semblant de ne pas remarquer la petite boîte en velours qui déformait la poche de sa veste. Quand il s'est enfin mis à genoux, des larmes coulant sur son visage, il a dit « Emily, tu es tout pour moi. Je ne peux pas imaginer respirer sans toi. » Tout le restaurant a éclaté en applaudissements. Même les frères à l'air dur au coin de la salle essuyaient leurs yeux. C'était le genre d'amour que Nathan et moi avions, celui qui faisait croire aux étrangers en l'éternité. Mais ce que je ne savais pas alors, c'est que ma propre famille complotait déjà pour détruire tout ce qui m'était cher. Ma sœur Rachel observait depuis l'ombre, et apparemment, elle voulait ce que j'avais. Pas seulement le vouloir, elle était prête à mentir, manipuler et trahir tout ce qui était sacré pour l'obtenir. Si quelqu'un m'avait dit à ce moment-là que dans 3 mois, je serais dehors, devant une église, à regarder ma sœur épouser mon fiancé lors de ce qui était censé être mes funérailles, j'aurais ri au nez de cette personne. La famille ne fait pas ça à la famille, n'est-ce pas? Faux. Complètement faux. La manipulation a commencé si subtilement que j'ai failli ne pas la remarquer. C'était 2 semaines après la demande de Nathan, et nous étions chez ma mère pour le dîner du dimanche. Toute la famille était là. Maman, papa, mon grand frère Jérôme, et bien sûr, Rachel. Alors, c'est pour quand le grand jour? A demandé maman en passant son célèbre pain de maïs. On pense au 20 décembre, ai-je dit en serrant la main de Nathan, juste avant Noël, pour que ce soit magique avec toutes les lumières et les décorations. J'ai remarqué que la fourchette de Rachel s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Elle l'a posée lentement et quand elle a levé les yeux, il y avait quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose de froid. Le 20 décembre. C'est intéressant, a-t-elle dit, sa voix mielleuse, mais avec une pointe. C'est la même date où on m'a demandé en mariage il y a 2 ans. David était l'ex-fiancé de Rachel, qui avait rompu avec elle 6 mois avant leur mariage. Ça l'avait dévasté, et toute la famille s'était mobilisée pour l'aider à guérir. Mais en parler maintenant, ce jour-là, semblait délibérément cruel. Nathan s'est agité, mal à l'aise. On peut choisir une autre date si. Non, ai-je dit fermement en regardant Rachel droit dans les yeux. On ne va pas changer notre date à cause d'un souvenir douloureux. Ce ne serait pas juste pour nous. Rachel a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Bien sûr que non, ma sœur. Je trouve juste intéressant comment les choses se passent. Plus tard ce soir-là, Nathan en a reparlé. Bébé, peut-être qu'on devrait envisager une autre date. Je ne veux pas causer de problème avec ta famille. Ça aurait dû être mon premier avertissement. Nathan était toujours un pacificateur, toujours à essayer de rendre tout le monde heureux. C'était une des choses que j'aimais chez lui, mais c'était aussi ce qui le rendrait si facile à manipuler. Les appels téléphoniques ont commencé la semaine suivante. Rachel appelait Nathan directement, ce que je trouvais étrange, car nous n'avions jamais été si proches. Quand je lui posais des questions à ce sujet, il balayait ça d'un revers de main. Elle vérifie juste les préparatifs du mariage, s'assure que je prends bien soin de toi, disait-il avec ce sourire innocent qui faisait fondre mon cœur. Mais j'ai commencé à remarquer des choses. Nathan devenait silencieux après ses appels. Il étudiait mon visage comme s'il cherchait quelque chose et il a commencé à poser des questions étranges. Bébé, tu travailles beaucoup ces derniers temps. Tu te sens bien? Tu sembles différente. Différente comment? Demandai-je, mais il secouait la tête et changeait de sujet. La vérité, c'est que j'avais effectivement travaillé plus. Je venais d'être promue directrice marketing senior dans mon entreprise, et j'essayais de faire mes preuves. De longues heures, du travail le week-end, toute la routine. J'étais fatiguée, bien sûr, mais j'étais aussi plus heureuse que jamais. Ma carrière décollait. J'allais épouser l'homme de mes rêves. La vie était belle, mais selon les appels de Rachel, apparemment, j'avais des problèmes. Nathan a mentionné « Tu es vraiment stressée », a-t-elle dit lors d'une de ses visites surprises à notre appartement,
travailler jusqu'à minuit, à peine manger. Ce n'est pas toi, Émilie. Je vais bien, insistai-je. Juste occupée avec la promotion. Elle a incliné la tête, m'étudiant avec ses yeux calculateurs. Tu sais, quand David me trompait, j'étais aussi dans le déni. Je me suis jetée dans le travail pour éviter d'affronter la réalité. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Rien, a-t-elle dit innocemment. Juste que parfois, on ne voit pas ce qui est juste devant nous jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'aurais dû la mettre dehors à ce moment-là. J'aurais dû voir ce qu'elle faisait. Planter des graines de doute. Faire douter Nathan de ma stabilité. Me faire douter de ma propre réalité. Mais c'était ma sœur. J'avais confiance en elle. Mon Dieu, j'étais tellement stupide. Le 15 octobre. Je n'oublierai jamais cette date, car c'est là que ma vie s'est divisée en avant et après. J'étais en route pour rentrer d'une réunion avec un client en ville quand c'est arrivé. Un camion a grillé un feu rouge et a percuté le côté conducteur de ma voiture. Je me souviens du bruit. Le métal écrasant le métal, le verre explosant, le monde qui tournait. Puis plus rien. Je me suis réveillée 3 jours plus tard à l'hôpital avec une commotion cérébrale, 2 côtes cassées et une clavicule brisée. Le médecin a dit que j'avais de la chance d'être en vie. Le premier visage que j'ai vu en ouvrant les yeux était celui de Nathan, strié de larmes. Dieu merci, a-t-il murmuré en embrassant doucement mon front. J'ai cru que je t'avais perdu. Rachel est arrivée 1 heure plus tard, se précipitant avec des larmes parfaites coulant sur son visage parfait. Mon Dieu, Émilie, on a eu si peur. Elle m'a enlacée, et j'aurais dû me sentir réconfortée. Au lieu de cela, quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Ses larmes semblaient répéter. Son inquiétude semblait jouer. Les médecins disent que tu as besoin de repos complet, a-t-elle dit. Pas de stress, pas de travail, pas de planification de mariage. Ton cerveau a besoin de temps pour guérir. Le mariage n'est que dans 2 mois, ai-je protesté. Je serai remise d'ici là. Nathan et Rachel ont échangé un regard. Un regard qui m'excluait complètement. On verra, a dit Nathan doucement. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Mais j'étais faible, blessée et sous médication. Je ne pouvais pas combattre ce que je ne comprenais pas encore pleinement. Je n'avais aucune idée qu'ils avaient déjà commencé à planifier mes funérailles. La récupération était un enfer, mais pas pour les raisons auxquelles on pourrait penser. Mes blessures guérissaient bien, mais mon système de soutien s'effondrait de manière que je ne comprenais pas. Nathan a commencé à me rendre visite moins souvent. Quand il venait, il semblait nerveux. Agité. Il vérifiait son téléphone constamment et trouvait des excuses pour partir tôt. Je ne veux pas t'épuiser, disait-il. Rachel pense. Rachel pense quoi? L'interrompais-je, mais il embrassait mon front et changeait de sujet. Mes amis du travail envoyaient des fleurs et des cartes, mais quand j'essayais de les appeler, ils semblaient distants, mal à l'aise, comme s'ils savaient quelque chose que j'ignorais. Prends tout le temps dont tu as besoin, m'a dit mon patron quand j'ai appelé pour parler de mon retour au travail. On gère tout très bien sans toi. Ça m'a fait mal. J'avais travaillé si dur pour cette promotion, et maintenant, j'avais l'impression d'être facilement remplaçable. La seule personne qui semblait vraiment inquiète était Jérôme, mais même lui agissait bizarrement. « Tu es sûre que ça va, petite sœur ?» m'a-t-il demandé lors d'une de ses visites. « Tu sembles, je ne sais pas, différente. » Différente comment? Tout le monde n'arrête pas de dire ça. Il a haussé les épaules, mais il y avait de l'inquiétude dans ses yeux. Rachel a mentionné que tu avais des sautes d'humeur, que tu te mettais en colère pour des petites choses. Je n'ai été en colère pour rien du tout. Tu vois, comme ça, tu viens de m'agresser. Je l'ai fixé, sentant que je perdais la tête. Étais-je en train de devenir folle? La blessure à la tête affectait-elle ma personnalité, ou se passait-il autre chose? Cette nuit-là, j'ai entendu Nathan au téléphone devant ma chambre. Sa voix était basse, mais j'ai capté des fragments. Ça empire, je ne sais pas quoi faire, peut-être que Rachel a raison. Quand il est revenu, j'ai fait semblant de dormir, mais mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce qui empirait? De quoi Rachel avait-elle raison? J'étais sur le point de découvrir que ma famille avait convaincu tout le monde que j'étais mourante. C'est maman qui a fini par se trahir. Elle est venue me rendre visite pendant que je faisais une sieste, et je me suis réveillée alors qu'elle pleurait au-dessus de mon lit.
Ma pauvre petite, a-t-elle murmuré. Je n'arrive pas à croire que ça t'arrive. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a sursauté, essuyant ses yeux rapidement. Rien, ma chérie. Comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens mieux. Les maux de tête ont presque disparu, et les côtes ne me font presque plus mal. Le visage de maman s'est effondré. Ne me mens pas, Émilie. Les médecins nous ont tout dit. Ils t'ont dit quoi? Elle s'est complètement effondrée alors, parlant de l'édème cérébral, de comment tu pourrais ne pas. Comment il ne nous reste peut-être plus beaucoup de temps. Mon sang s'est glacé. Maman, de quoi tu parles? Je vais mieux. Le médecin a dit que je guérissais parfaitement. Elle m'a regardé comme si j'avais deux têtes. Mais Rachel a dit qu'elle avait parlé directement à Dr Henderson. Elle a dit que tu avais des lésions cérébrales, que tu avais des épisodes où tu ne te souvenais de rien, où tu devenais violente. Quoi? J'ai essayé de m'asseoir trop vite, et une douleur a traversé mes côtes. Maman, je n'ai pas parlé à Dr Henderson depuis des semaines. Et je n'ai jamais été violente de ma vie. Mais je pouvais le voir dans ses yeux. Elle ne me croyait pas. Elle pensait que la blessure à la tête me rendait délirante. Rachel a tout géré, a dit maman doucement. Elle a été ton avocate auprès des médecins. Elle a parlé à Nathan de ce qui était le mieux pour toi. C'est là que ça m'a frappé comme un autre choc de camion. Rachel avait intercepté mes informations médicales. Elle avait parlé à mes médecins, à mon fiancé, à ma famille, leur racontant des mensonges sur mon état. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien y gagner? Oh mon Dieu, Nathan, où est Nathan en ce moment? Ai-je demandé, ma voix d'un calme mortel. Il avait besoin d'espace pour tout assimiler. Rachel l'aide à traverser cette période difficile. Je parie qu'elle l'aidait. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des semaines plus tôt. J'ai appelé directement Dr Henderson. Mademoiselle Anderson, comment vous sentez-vous? Docteur, j'ai besoin de savoir quelque chose. Qu'est-ce que vous avez exactement dit à ma famille à propos de mon état? Il y a eu une pause. Je n'ai pas parlé à votre famille, Mademoiselle Anderson. Les lois sur la confidentialité des patients m'interdisent de discuter de votre cas avec qui que ce soit sauf si vous êtes présente ou si vous avez donné une autorisation écrite. Mon cœur s'est arrêté, mais ma sœur Rachel a dit qu'elle avait parlé avec vous. Elle a dit à ma famille que j'avais des lésions cérébrales, que j'étais mourante. Mademoiselle Anderson, c'est absolument faux. Vos blessures, bien que graves, guérissent magnifiquement. Vous n'avez aucune lésion cérébrale, aucun problème de mémoire, aucun changement de personnalité. Vous êtes censé vous rétablir complètement. J'ai commencé à trembler. Pouvez-vous mettre ça par écrit? Et pouvez-vous appeler ma famille directement pour corriger cette désinformation? Bien sûr. C'est très préoccupant. Est-ce que quelqu'un s'est fait passer pour moi? Quelque chose comme ça. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le noir, les pièces s'assemblant comme un puzzle horrifiant. Rachel avait fait semblant d'être mon avocate médicale tout en disant à tout le monde que j'étais mourante. Elle avait consolé Nathan, l'aidant à faire face à ma perte. Mais pourquoi s'arrêter là si j'étais censée? Ça passait directement sur la messagerie vocale. J'ai rappelé. Messagerie vocale. À la 3e tentative, Rachel a répondu. Émilie, ma chérie, pourquoi tu appelles Nathan si tard? Tu sais qu'il essaie de se reposer. Où est-il, Rachel? Il est chez moi. Je prends soin de lui pendant cette période difficile. Passe-le-moi maintenant. Ma chérie, peut-être demain quand tu seras plus stable. J'ai raccroché et appelé un Uber. S'ils pensaient que j'étais mourante, il était temps de leur prouver le contraire. Je suis arrivée à l'appartement de Rachel à 23 heures, toujours en pyjama d'hôpital avec une veste que j'avais attrapée en sortant. Mes côtes hurlaient à chaque pas, mais la rage était un puissant antidouleur. J'ai utilisé la clé de secours que je savais qu'elle gardait sous la plante artificielle. Le salon était sombre, mais je pouvais voir de la lumière venant de sa chambre, et j'entendais des voix. Je sais que c'est dur, disait Rachel, sa voix douce et réconfortante. Mais tu dois commencer à penser à ton avenir, à ce qu'Émilie voudrait pour toi. Je ne peux pas, la voix de Nathan était brisée. Je ne peux pas imaginer la vie sans elle, bébé. Elle est déjà partie. Le médecin a dit que ce n'était qu'une question de temps maintenant. Elle n'est plus la même personne dont tu es tombé amoureux. Bébé,
Il l'a appelé bébé. J'ai poussé la porte de la chambre. Ils étaient assis sur son lit, habillés, mais beaucoup trop proches. Sa main était sur sa cuisse. Sa tête était dans ses mains. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont sursauté comme s'ils avaient été électrocutés. Les yeux de Nathan se sont écarquillés quand il m'a vue là, bien vivante et furieuse. Émilie, il s'est levé précipitamment. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être à l'hôpital. Je devrais être à l'hôpital ou je devrais être sous terre. Rachel s'est levée lentement, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la peur dans ses yeux, mais elle s'est vite reprise. Ma chérie, tu fais une autre crise. Laisse-moi appeler l'ambulance. Tais-toi. Ma voix était d'un calme mortel. Tais-toi avec tes mensonges. J'ai regardé Nathan, cet homme avec qui j'avais prévu de passer ma vie, et j'ai senti mon cœur se briser à nouveau. Dis-moi quelque chose, Nathan. Quand exactement suis-je devenue violente et instable? Émilie, s'il te plaît. Quand ai-je commencé à avoir des problèmes de mémoire? Quand les médecins t'ont-ils dit que j'étais mourante? Je pouvais voir la confusion naître dans ses yeux alors que je venais de parler au téléphone avec Dr Henderson. Drôle de chose, il n'a jamais parlé à ma famille. Le silence dans cette pièce était assourdissant. Nathan a regardé de moi à Rachel, les pièces se mettant enfin en place dans son esprit. De quoi elle parle? A-t-il demandé à Rachel, sa voix à peine audible. Le masque de Rachel glissait. Elle est confuse, Nathan. La blessure à la tête. Il n'y a pas de blessure à la tête. J'ai crié, toute ma rage explosant enfin. Il n'y en a jamais eu. Elle t'a menti, à tout le monde. Nathan a reculé comme si je l'avais frappé physiquement. C'est impossible. Elle m'a montré des rapports médicaux. Des faux. J'ai dit, demande-lui. Demande-lui maintenant de te montrer un document médical officiel avec la signature de Dr Henderson. Le visage de Rachel a blanchi. Je n'ai rien à te prouver quand tu fais clairement une crise psychotique. Appelle-le, a dit Nathan soudainement, sa voix étrange et plate. Appelle Dr Henderson maintenant. Il est presque minuit. Appelle-le. Le ton de commandement dans la voix de Nathan nous a tous choqués. Cet homme doux et pacifique dont j'étais tombée amoureuse avait une fermeté dans la voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Tu ne peux pas être sérieux, a dit Rachel. Mais sa voix tremblait. Maintenant, je suis sérieux, parce que si ce qu'Émilie dit est vrai, sa voix s'est brisée. Si ce qu'elle dit est vrai, alors tu m'as laissé croire que la femme que j'aime était mourante. Tu m'as laissé la pleurer alors qu'elle était vivante et en train de guérir. Il s'est tourné vers moi alors, et j'ai vu le moment exact où son cœur s'est brisé. Tu m'as laissé m'éloigner d'elle quand elle avait le plus besoin de moi. Nathan, s'il te plaît. Tu m'as dit qu'elle devenait violente avec toi, qu'elle jetait des choses sur les infirmières, qu'elle ne se souvenait pas de nos fiançailles la moitié du temps. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Tu as dit qu'elle t'avait demandé de t'assurer que je ne la vois pas comme ça. Chaque mot était un couteau dans ma poitrine. Je n'ai jamais dit ça. Je sais, a-t-il murmuré. Je peux le voir dans tes yeux. Tu es exactement la même personne que tu as toujours été. C'est alors que Rachel a joué sa dernière carte. D'accord. Rachel a crié, sa parfaite maîtrise se fissurant complètement. Tu veux la vérité? Je vais te donner la vérité. Elle tremblait, le mascara coulant sur ses joues, ne ressemblant en rien à la manipulatrice composée qu'elle avait été pendant des mois. Je l'ai fait parce que je l'aime. J'aime Nathan depuis le jour où tu l'as ramené à la maison, et tu l'as juste pris pour acquis. Nathan et moi l'avons regardé, choqués. Tu étais toujours trop occupé par le travail, ta carrière, tout sauf lui. J'étais celle qui écoutait quand il s'inquiétait des longues heures que tu faisais. J'étais celle qui le consolait quand tu manquais des dîners à cause d'une réunion stupide. Ce n'est pas, a commencé Nathan, mais elle l'a coupé. Tu envisageais de reporter le mariage de toute façon. Ne le nie pas. Je t'ai entendu au téléphone avec ton patron parler de la promotion qui nécessitait des déplacements pendant 3 mois. J'ai crié en retour. J'allais voyager pendant 3 mois après notre mariage. Ça ne reportait rien. Mais je pouvais voir le doute s'insinuer dans les yeux de Nathan. Et Rachel l'a vu aussi. Tu vois, même maintenant, elle met sa carrière en premier. Nathan, quand est-ce qu'elle t'a cuisiné quelque chose pour la dernière fois?
Quand est-ce qu'elle t'a fait sentir comme une priorité? Arrête, a dit Nathan doucement. Je ne ferai jamais ça à toi. Je te mettrai toujours en premier. Je le ferai. J'ai dit arrête. La pièce est devenue silencieuse. Nathan tremblait, les poings serrés sur les côtés. Tu veux savoir quand Émilie m'a fait sentir comme une priorité pour la dernière? Elle soutenait mes rêves même quand ils entraient en conflit avec les siens. Elle m'aimait assez pour me faire confiance. Il s'est tourné face à Rachel complètement. Tu m'aimais tellement que tu étais prête à me laisser croire qu'elle était mourante. Il y a plus, n'est-ce pas? Ai-je dit doucement, en regardant le visage de Rachel. Ce n'était pas juste faire croire à Nathan que j'étais malade. Tu avais un plan plus grand. Rachel a essuyé son nez avec le dos de sa main, étalant du maquillage sur son visage. Pour la première fois de sa vie, elle avait l'air laide. De quoi tu parles? Mais Nathan était en avance sur moi. La date du mariage, a-t-il dit lentement. Tu n'arrêtais pas de poser des questions sur la date du mariage. Le 20 décembre, ai-je dit. La même date où David a rompu avec toi. Quelque chose a changé dans l'expression de Rachel. Une froideur qui a gelé mon sang. Tu n'essayais pas seulement de voler mon fiancé, ai-je dit, les pièces s'assemblant. Tu prévoyais de l'épouser à la date de mon mariage. Et alors si c'était le cas? A-t-elle rétorqué. Ça aurait été magnifique. Une célébration de la vie au lieu d'un enterrement. Enterrement. La voix de Nathan était à peine audible. Mes jambes ont lâché. J'ai dû m'agripper au cadre de la porte pour ne pas tomber. Tu planifiais mes funérailles. Tu étais à l'hôpital. Tu aurais pu mourir. Ça aurait été si facile de juste aider ça à arriver. La pièce a tourné. Nathan a fait un bruit d'étouffement. Jésus-Christ, Rachel, ai-je murmuré. Tu allais me tuer. Je n'allais tuer personne, a-t-elle crié. Mais si quelque chose était arrivé, si tes blessures étaient pires que ce que les médecins pensaient, au moins Nathan ne serait pas seul. Tu as trafiqué mes médicaments, ai-je dit, la dernière pièce tombant en place. Ces pilules qui me rendaient si fatiguée, si confuse. Ce n'était pas pour la douleur. Son silence était une confirmation suffisante. Tu m'empoisonnais lentement tout en disant à tout le monde que je mourrais de mes blessures. Nathan s'est jeté sur elle alors, et j'ai dû attraper son bras pour l'arrêter. Non, ai-je dit fermement. Elle n'en vaut pas la peine. Mais le regard dans ses yeux. Je n'avais jamais vu Nathan capable de violence. Mais à ce moment-là, je pense qu'il aurait pu la tuer de ses propres mains. Sors, a-t-il dit à Rachel, sa voix tremblante de rage. Sors avant que je fasse quelque chose qu'on regrettera tous. Nathan, s'il te plaît, sors. Elle a couru. 2 semaines plus tard, j'étais devant l'église Sacré-Date dans la robe de mariée de ma grand-mère, regardant les invités arriver pour ce qui était censé être mes funérailles et qui était apparemment devenu le mariage de ma sœur avec mon fiancé. Oui, vous avez bien lu. Après cette nuit chez Rachel, Nathan et moi avions parlé pendant des heures. Nous avions pleuré ensemble, ragé ensemble, et finalement pris une décision ensemble. Nous allions laisser cela se dérouler exactement comme Rachel l'avait prévu, avec une petite modification. L'enquête avait tout révélé. Rachel avait forgé des documents médicaux, intercepté mes appels et mes emails, et oui, m'empoisonnait lentement avec des sédatifs qui me faisaient paraître confuse et instable. Elle avait convaincu toute notre famille que j'étais mourante et qu'il me restait peut-être quelques semaines à vivre. Elle les avait également convaincus que ce serait ce qu'Émilie voudrait, que Nathan trouve le bonheur avec elle après mon départ. Les invitations de mariage étaient sorties 3 jours après que Rachel pensait que j'étais internée en toute sécurité dans un établissement psychiatrique. Les faux documents d'internement étaient remarquablement bien faits, je dois l'admettre. Mais voilà le problème avec le fait de simuler la mort de quelqu'un et de prévoir d'épouser son fiancé. Il faut garder une trace de beaucoup de mensonges. Et Rachel avait manqué un détail crucial. J'étais censée être morte, mais je n'étais jamais réellement morte. Alors quand la musique a commencé et que les portes se sont ouvertes, j'ai marché dans l'allée dans la robe de ma grand-mère, portant la Bible de ma grand-mère avec mon sourire bien vivant, illuminant le sanctuaire. Les cris ont commencé immédiatement. Maman s'est évanouie. Papa s'est levé si vite qu'il a renversé tout un banc. La femme de Jérôme a attrapé leurs enfants et a couru vers la sortie comme si elle avait vu un fantôme, ce qui, je suppose, était le cas. Mais la meilleure réaction était celle de Rachel.
Elle était debout à l'autel dans une robe blanche qui ressemblait étrangement à celle que j'avais choisie pour mon propre mariage. Et quand elle m'a vue, elle est littéralement tombée à genoux. « Non » a-t-elle murmuré. « Non, non, non. Tu es censée être morte. » Le pasteur, béni soit-il, est resté là, la bouche ouverte. « Nathan !» Nathan est descendu de l'autel, a pris ma main et a dit assez fort pour que tout le monde entende. « Désolé, mesdames et messieurs, mauvaise mariée. » Les conséquences ont été rapides et brutales. La police attendait dehors l'église, et Rachel a été arrêtée avant même qu'elle puisse enlever la robe de mariée. Tentative de meurtre, fraude, faux, vol d'identité. Les charges s'accumulaient. Le drame familial était intense. La moitié d'entre eux étaient en colère contre Rachel pour la tromperie. L'autre moitié était en colère contre moi pour avoir laissé les choses aller si loin avant de révéler la vérité. Maman ne pouvait pas regarder l'une ou l'autre de ses filles pendant des semaines. Mais vous savez quoi? Je ne me souciais plus de la loyauté familiale ou de maintenir la paix. Certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées, et certaines personnes ne valent pas la peine d'être sauvées. Nathan et moi avons reporté notre vrai mariage de 6 mois pendant que nous allions tous les deux en thérapie. Nous devions reconstruire la confiance, pas l'un envers l'autre, mais en notre capacité à reconnaître quand les gens nous manipulaient. Nous devions apprendre à protéger ce que nous avions construit ensemble. Le vrai mariage, quand il a finalement eu lieu, était petit. Juste nous, Jérôme et sa famille, quelques amis proches, et étonnamment, maman et papa. Ils avaient eu le temps de digérer ce que Rachel avait fait, ce qu'elle avait presque pris à nous tous. Alors que j'écris ceci, je suis assise dans notre cuisine, regardant Nathan faire des pancakes en fredonnant faux. Ça fait 1 an depuis ce jour horrible dans l'église, et parfois je n'arrive toujours pas à croire à quel point j'ai été près de tout perdre. Rachel purge une peine de 8 ans. Elle sera éligible à la libération conditionnelle dans 5 ans. Mais honnêtement, j'espère qu'elle utilisera ce temps pour découvrir qui elle est quand elle n'essaie pas de voler la vie de quelqu'un d'autre. La chose la plus importante que j'ai apprise de tout cela, c'est que parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus sont capables des trahisons les plus profondes. Mais cela ne veut pas dire que vous cessez de faire confiance. Cela signifie que vous faites confiance plus prudemment, plus sagement. Et quand quelqu'un vous montre son vrai visage, croyez-le la première fois. Nathan vient de poser une assiette de pancakes devant moi, parfaitement dorée et en forme de cœur. Il a embrassé le haut de ma tête et a murmuré « Bonjour, Madame Johnson ». Oui, j'ai pris son nom. Après tout ce que nous avons traversé, je voulais repartir de zéro. Certaines histoires n'ont pas de fin heureuse, mais celle-ci en a une. Parce que l'amour, le vrai amour, survit à tout. Même à votre propre famille qui essaie de vous enterrer vivante. Verdict final. Héros ou méchant? Emily a-t-elle fait ce que nous souhaitons tous pouvoir faire? Ou est-elle devenue nucléaire quand elle aurait dû essayer la diplomatie? J'ai besoin d'entendre vos pensées dans les commentaires. Et si les histoires de personnes qui se mettent enfin en avant vous donnent vie, abonnez-vous et activez la cloche de notification, car ce n'est que le début.